Après ce séjour auprès des flegmatiques alphelins de Luiren, il est grand temps de reprendre le cours de notre voyage en Férune. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans une terre radicalement différente des contrées boisées du royaume du petit peuple. À l'extrême opposé de Luiren se tient une immense étendue de sable, mue par une faim insatiable. Une faim si grande qu'elle a déjà avalé un empire. Une faim vivante, presque sentiente. Une faim que l'on nomme Anorok, qui, à elle seule, engloutit l'empire majocratique de Netheril. S'épanchant entre les marches d'argent, le Cormyr et le Cormantor, les dunes de l'Anorok forment un vaste territoire sur lequel le soleil répand une chaleur calcinante chaque jour que les dieux font. Bien que la température redescende la nuit, pour être parfois même froide, bien peu de végétation parvient à survivre ici. En fait, en dehors de quelques steppes et oasis disséminées de ci de là, aucune végétation digne de ce nom n'y pousse. L'Anorok n'est que terre désolée, composée de sable, de rochers et de vents brûlants à faire rôtir n'importe qui dans sa propre armure. Jurant complètement avec sa frontière nord constituée du grand glacier de la haute glace, les étendues apparemment toutes semblables de l'Anorok peuvent tout de même être divisées en différents secteurs. Bien qu'au premier abord il ne s'agisse que d'étendues sableuses et stériles, du sud au nord vous pourriez rencontrer des différences notables de paysage. Enfin, si vous survivez assez longtemps. La lame est littéralement un océan de dunes, que même les nomades locaux que l'on appelle les bédouins tentent à éviter. La lame est réputée pour être extrêmement dangereuse, car la plupart des gens qui s'y retrouvent y perdent leur chemin. Et oui, imaginez-vous au milieu de milliers de dunes toutes semblables et sans autre point de repère que le soleil brûlant. Eh bien, à moins que de ne savoir se diriger grâce aux étoiles à la nuit tombée, la mort est généralement la seule issue. Et maintenant, imaginez que ce paysage est susceptible de changer à la moindre tempête de sable. Plus au nord, vous pourriez vous penser tirer d'affaire en parvenant aux prairies arides de la Sayadar. Rare lieu à disposer d'un semblant de végétation, c'est ici que les troupeaux d'animaux sauvages viennent paître. Un semblant de tranquillité semble régner ici, mais toutefois, plus au nord, vous vous heurterez au mont Cimeterre, marquant la fin de cette zone de paix. Ces pics rocheux de couleur noire marquent le début de ce qu'est réellement l'Anorok, une vaste étendue désertique, déchiquetée et impitoyable. Pour traverser ces obélisques noirs, il vous faudra passer par les deux seuls défilés connus à ce jour, la Trouée des Crânes et la Route des Chacals. Au creux des monts Cimeterre se trouve la mer de l'Ombre, autrefois appelée mer de la Soif en raison bien de l'absence d'eau. Cette vaste cuvette laissait penser aux personnes l'atteignant que de l'eau se trouvait non loin, alors que seul le sable abondait. Un événement récent a fait apparaître une réelle mer, mais je vous propose de vous raconter cela un tout petit peu plus tard. Au-delà des monts Cimeterre et de la mer de l'Ombre se trouve la partie la plus hostile de tout l'Anorok. Les plaines des pierres dressées portent bien leur nom, puisqu'il s'agit d'un vaste plateau s'étendant jusqu'à la haute glace, formé de graviers, de rochers et de sable. Façonné par les vents et les sables chauds qu'il projette, ce plateau constitue une région gargantuesque de falaises, failles et autres canyons pouvant eux aussi dévorer n'importe qui ou n'importe quoi. Au pied des pics rocheux et des azirates se tient le miroir d'Atar. Cette région tire son nom des innombrables pierres polies multicolores qui jonchent le sol, reflétant le soleil dans une myriade d'éclats lumineux colorés. De loin, on pourrait trouver cela magnifique, mais de près, ces pierres sont en fait un vaste réseau d'autant de petits charbons ardents sur lesquels l'on se doit de marcher si l'on veut traverser cette étendue. Le miroir d'Atar est réputé comme étant probablement la zone la plus mortelle de tout l'Anorok, et ce n'est pas peu dire. Vous l'aurez compris, la Grande Mer de Sable est probablement l'une des régions les plus inhospitalières de tout Férune. Seules les jungles de Chult pourraient tenir la compétition, et encore. Mais ce qui rend cette zone si particulière, c'est son histoire. En effet, l'Anorok est à juste titre très souvent qualifié de vivant, puisqu'il a été créé de toutes pièces par magie, il y a de cela fort longtemps. Il y a quelques 6000 ans, avant de devenir cette vaste étendue mortelle, l'Anorok était une région luxuriante, composée de forêts, de plaines verdoyantes et bordée par la mer étroite, dont aujourd'hui ne subsiste plus aucune trace. Sur les côtes de celle-ci se sont établies 7 colonies humaines, unies pour se protéger mutuellement des menaces présentes dans la région. À l'époque, rien ne laissait penser que ces petites colonies éloignées de toute civilisation deviendraient le puissant et influent empire de Netheril,
amené à dominer très largement Férune par sa maîtrise inégalée de la magie et indirectement responsable de la création du désert de l'Anauroch. Grâce à la masse incommensurable de savants, de sages et autres érudits constituant l'empire de Netheril, leur histoire est relativement bien connue, et c'est celle-ci que je vous propose d'aborder maintenant. Tout commença lorsque les elfes Eärlani contactèrent les populations des 7 colonies humaines unies, il y a de cela 5300 ans. Après quelques années de commerce avec les peuplades mortelles, les elfes virent en eux une prédisposition rare pour la maîtrise de la magie et décidèrent de leur enseigner ce pouvoir formidable. Avec une ferveur avide et sans limite, le tout jeune empire de Netheril, nommé d'ailleurs d'après leur chaman Nether l'Ancien, poursuivit cet apprentissage pendant les 3 siècles qui suivirent l'arrivée des elfes. À ce moment-là, n'importe quel quidam de l'Empire était en capacité de lancer ne serait-ce que des sorts mineurs afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Celles et ceux chargés de crier les nouvelles usaient de thaumaturgie, l'éclairage public était activé par production de flammes, les manutentionnaires usaient de mains de mage, et ainsi de suite. Évidemment, certaines personnes, plutôt que de l'utiliser comme un simple outil, firent de la magie leur but ultime et s'élevèrent au-dessus du reste de la population, formant ainsi la faction des arcanistes qui devint rapidement une entité politique majeure. Cet âge est connu sous le nom de Premier Âge. Il est aussi celui pendant lequel l'empire de Netheril combattit des orques descendus de l'épine dorsale du monde, avec l'aile des elfes Eärlani et d'Ilfarn. Suite à ce conflit majeur, les Netherris assimilèrent ces nouvelles terres à leur empire et y découvrirent des gnomes des roches. Ces gnomes seront quelques années plus tard réduits en esclavage, jugés inférieurs au peuple impérial. L'apprentissage obsessionnel de la magie de l'empire de Netheril fit un grand bond il y a 5000 ans, lorsqu'un aventurier répondant simplement au pseudonyme de chercheur exhuma un objet étrange des ruines d'Arivandar. Cette cité d'un empire elfique depuis longtemps déchu renfermait les mythiques parchemins Netherris. Composés de 2 ensembles de 50 parchemins chacun, répartis en 5 chapitres, ces parchemins magiques ont été écrits il y a plus de 30 millénaires par les races créatrices de Férune, les Saruk. Contenant le savoir brut de la magie, au sens propre, j'entends, ces parchemins devinrent immédiatement la nouvelle base de l'étude de la magie des mages de Netheril. Forts de leurs nouvelles connaissances, les sorciers de Netheril poussèrent pendant les 200 ans qui suivirent l'art de la magie à des seuils encore jamais atteints, et abandonnèrent complètement les pratiques enseignées par les elfes Eärlani. C'est notamment à la fin de cette période qu'un certain Congenio Yun créa sa première pierre de Yun, l'un des nombreux artefacts que tant d'aventuriers et d'aventurières cherchent à obtenir de nos jours. C'est aussi pendant cet âge que les premiers mouvements de libération des esclaves gnomes eurent lieu, menés par des elfes des régions voisines. Mais les Netherris étant beaucoup trop occupés à piller les trésors magiques du royaume de Taïravel, cet acte de rébellion passa relativement inaperçu. Par la suite, au fil des âges, des routes de libération s'établirent sur le territoire de l'Empire. Cet âge, souvent présenté comme l'âge de Nether, prend fin avec la naissance d'un certain Yulom. À l'époque, il était de culture populaire que la magie était arrivée à son paroxysme. Yulom démontra que non, la maîtrise de la magie d'Enteris n'en était en fait qu'à son commencement. Assigné à la défense de la région des plaines des pierres dressées, Yulom affronta pendant 200 ans les hordes apparemment infinies d'orques qui déferlaient sur le territoire de l'Empire, et il se servit des créatures jugées monstrueuses comme sujet d'étude, perfectionnant ainsi les connaissances des parchemins Netherris. Ceci lui permit d'affermir sa position d'arcaniste dominant au sein de la sphère politique de Netheril. L'œuvre majeure de Yulom réside dans l'invention des fameux Mythalars, ces immenses structures globulaires capables de générer leur propre magie. Remettons les choses dans leur contexte. La création d'objets magiques est extrêmement coûteuse, tant en termes de ressources matérielles que magiques. Nombreux sont les mages à être morts lors de la création d'objets magiques. Bien que les Netherris soient parfaitement compétents dans cette discipline, les contraintes matérielles et arcaniques limitèrent tout de même la prolifération de ces objets. Les Mythalars changèrent complètement ce paradigme. En effet, un Mythalar puise dans l'énergie brute de la trame, cette force que tout lanceur de sorts façonne, et crée un champ de magie exploitable, par n'importe qui et n'importe quoi. Ainsi, il devint possible de créer et de faire fonctionner des objets quasi magiques. Ne fonctionnant certes que dans l'aura d'un Mythalar, mais immensément moins coûteux et pénible à créer. Ceci révolutionna littéralement l'empire de Netheril. La création d'objets quasi magiques devint si populaire et simple à réaliser qu'elle faillit briser l'économie Netherris à plusieurs reprises. Mais, bien évidemment, l'avidité de notre cher Yulom ne s'arrêta pas là.
Ayant maintenant à disposition des artefacts stabilisant la magie et simplifiant son utilisation, le mage mit en branle un projet encore plus gargantuesque. À l'aide du sort de Proctive, mouvement de montagne, il découpa le sommet d'un massif rocheux, le retourna et le mit en lévitation. Ensuite, Yulom y installa un Mythallar chargé de canaliser le sort de manière permanente. C'est ainsi que s'éleva la première enclave volante Néthéris, nommée Xinlenal. Par la suite, lors des âges suivants, se créa une vraie compétition parmi les archimages de l'Empire. Chacun et chacune voulant créer son propre Mythallar et ainsi posséder sa propre enclave volante. Avec le temps, élever sa propre enclave volante devint d'ailleurs l'acte nécessaire pour accéder officiellement au statut d'archimage au sein de la société magocratique de Netheril. Suite à cela, la société Néthéris se sépara en deux entités distinctes. Le Haut Netheril, constitué des nobles, aristocrates et des mages les plus notables, vivant dans les enclaves volantes, et le Bas Netheril, constitué de la plèbe, de la force ouvrière, des esclaves vivant dans des cités au sol. Ce clivage n'est ni plus ni moins que l'incarnation de la rupture de la société Néthéris qui a toujours été présente en son sein. Toutefois, tout n'a pas été nimbé de succès pour la magocratie de Nétheril. En effet, un ensemble complet de leurs précieux parchemins Néthéris fut dérobé par des groupes d'elfes du Cormantyr. Ces parchemins seront par la suite dilapidés aux quatre coins des Royaumes oubliés. L'un de ces voleurs, un gnome nommé Rilmok Shakesir, eut un très bref aperçu de l'un des parchemins, et se vit infusé immédiatement de l'école de l'illusion, qu'il propagea au sein du peuple gnome, créant ainsi leur propension actuelle pour l'essor de cette école. Dans les chroniques historiques, cette ère est nommée l'âge des Mythallars et dure environ 320 ans. Elle prend fin avec l'envol de la première enclave, Xindenal. L'âge d'argent succéda à l'âge des Mythallars. Pendant les 300 ans que dura cette période, les mages de Netheril commencèrent à sortir de leurs frontières historiques et partir à la découverte de la région nordique de la Côte des Épées. Dans le même temps, le gouvernement Netheril se transforma avec la création du Haut Conseil, composé des meilleurs arcanistes du Haut et Bas Netheril. On notera également la création de la cité marchande de Quessir, dans laquelle se tint le commerce parmi les membres elfiques d'Ilfarn, les marins de la faction naine Ogdanar et les humains du peuple illusquien. Avec l'arrivée des premières enclaves volantes, l'empire de Netheril accrut son influence sur le monde, possédant un vaste territoire composé par leurs frontières historiques de la mer étroite tenue par le Bas Netheril, mais aussi par les frontières informelles dictées par leur puissance politique, arcanique et commerciale. Les cités volantes furent un réel avantage pour les Nethéris, les affranchissant de lourdes contraintes logistiques et leur permettant de s'établir littéralement n'importe où pour vendre leurs objets magiques et découvrir encore et toujours plus de choses sur l'art de la magie. L'âge d'argent n'était que l'étape préparatoire de l'âge d'or de Netheril, marqué par l'expansion sans limite portée par les enclaves volantes de la faction. Cet âge débute avec la naissance de Geria Chronos, qui fondera d'ailleurs plus tard l'école arcanique de la chronomancie. De nombreuses choses s'y déroulèrent et chamboulèrent la vie de l'Empire. Parmi celles-ci, on peut noter l'abandon de la cité de Quessir, en raison d'une immense attaque d'orques ayant ravagé les royaumes humains environnant la cité d'Illusque. Pas le moins du monde affecté par cette perte secondaire, les puissants mages continuèrent d'élever des cités dans le ciel, au rythme insensé de pratiquement une enclave par an. Avec cette prolifération d'enclaves autonomes, l'Empire devint finalement ni plus ni moins qu'une immense congrégation d'archimages, œuvrant toutes et tous dans le même but, trouver plus de pouvoir et encore plus de connaissances. Durant l'âge d'or, l'avidité des sorciers de Netheril ne connut plus aucune limite. La mer des étoiles déchues fut notamment explorée puis colonisée. La pratique de la magie n'ayant plus de réelles limites pour la magocratie, des cités sous-marines furent érigées et protégées par des immenses dômes de cristal sous lesquels habitèrent les populations Nethéris. Les peuples d'hommes-poissons locaux furent soit annihilés, soit réduits en esclavage. Bien évidemment, cela attira le mauvais œil des royaumes locaux, notamment le royaume elfique d'Arissel Malir, qui, plus tard, entreprit de changer par magie le cristal des dômes en une matière capable de prendre feu au contact de l'eau. L'explosion qui s'ensuivit fut si colossale qu'elle donna naissance aux baies de Selgonte et de Saerlun il y a de ça quelques 3200 ans. Cette situation particulière résume assez bien l'âge d'or de Netheril, un âge constitué de chutes et de victoires successives devenues courantes à cette époque en raison de l'avidité sans fin des archimages du Haut Conseil. Toutefois, l'échec principal de l'Empire réside dans le vol de 24 parchemins supplémentaires, subtilisés d'un seul coup de maître organisé par de parfaits inconnus.
Mais pour l'Empire, cela ne change pas grand-chose. Leur magie est d'ores et déjà bien trop puissante pour être affectée par ce genre de larcin, et leur prospérité n'en fut que peu changée, voire pas du tout. Ce fut la découverte d'un gisement d'un cristal fort étrange qui marqua le début de l'âge de la découverte, et qui succéda après 1000 ans à l'âge d'or. Ce cristal, noir, magnifique, aux capacités magiques inouïes, se nomme la cardaline. Ces petits cristaux d'aspect mystérieux sont en fait capables de contenir n'importe quel sort, jusqu'à ce que le cristal soit brisé, libérant ainsi le sortilège. Cette découverte lança le Banétéril dans une frénétique exploitation de ces cristaux. Ces nouvelles avancées, ainsi que l'omniprésence de l'Empire au-dessus des terres de Férune, fit se tourner les mages vers un territoire encore inexploré, les autres mondes du plan matériel. Pour ce faire, les mages et arcanistes inventèrent de formidables moyens de transport, qu'on l'on appelle les Spelljammers. Ces vaisseaux leur permirent de voyager aux confins du plan matériel, jusqu'à rencontrer la sphère de cristal, cette surface contenant au sens premier du terme le système solaire de Tauril. Là-haut, loin de toute civilisation connue jusque-là, les vaisseaux Néthéris entreprirent de rencontrer de nouveaux peuples jusque-là inconnus. Et, dans la soif de connaissance qui leur est propre, examinèrent de près ces nouveaux êtres. Par examiner, il faut comprendre disséquer et analyser, car la connaissance ne doit connaître évidemment aucune limite morale. Ceci, évidemment, donna une très mauvaise réputation de ces groupes d'exploration auprès des autres peuples, capables eux aussi de voyager dans les royaumes du vide. Et c'est là, à l'extrême limite de l'univers connu, que les explorateurs Néthéris firent la rencontre de créatures, aujourd'hui craintes et détestées, les Illithides. Les êtres tentaculaires attaquèrent à vue tous les vaisseaux de Tauril, et ces actes de violence mirent le feu aux poudres. Les Néthéris n'étaient plus les bienvenus ici. Décidant que ce n'était pas une défaite, mais plutôt une preuve que ces voyages n'étaient pas lucratifs et intéressants, les Néthéris recentrèrent leurs efforts sur Férune, et cessèrent définitivement d'explorer l'espace entre les planètes du plan matériel, après tout de même un siècle de voyages spatiaux. Le dernier âge marquant l'histoire de Nétéril est l'âge ténébreux. Il débute avec la naissance du très connu Karsus, il y a 2200 ans. Karsus était un mage hors pair, né avec le don de manipuler la trame comme n'importe quel archimage. Il obtint ce titre à l'âge de seulement 22 ans, âge extraordinairement jeune. Rappelons que pour atteindre le rang d'archimage, un Néthéris se doit d'avoir créé sa propre enclave et donc son propre mythalar. Karsus fut probablement le plus grand mage de son temps, menant son enclave, Eileanar, à travers les royaumes, formant d'autres mages et continuant les éternelles recherches magiques propres à Nétéril. Les recherches de Karsus s'orientèrent rapidement vers l'étude des autres plans, et mena notamment à la découverte du plan de l'ombre, plan qui ne cessa d'attirer les savants et les mages qui cherchaient à s'accaparer la puissance émanant de ce plan famélique. Mais pendant ce temps se tramait quelque chose de beaucoup plus grand dans le Banétéril. Terre historique de l'Empire, le Banétéril a toujours été l'épicentre de la puissance de la magocratie, accueillant en permanence des dizaines d'enclaves, des centaines d'artisans et des milliers de mages. La magie y étant pratiquée depuis plus de 2000 ans de manière constante, intense et abusive, attira l'attention d'un peuple qui vivait là bien avant les Néthéris. Ce peuple, composé d'êtres de forme conique et possédant 4 bras, se nomme les Faerim. Les Faerim constituent un peuple souterrain, vivant sous l'empire de Nétéril depuis des milliers d'années, ayant besoin de la magie pour survivre. L'usage intensif de celle-ci par leurs voisins conduisit les Faerim au bord de l'extinction, les faisant mourir à petit feu, sans que même les puissants mages de la magocratie ne s'en rendent compte. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'ils n'auraient pas eu grand-chose à faire. Menacés d'extinction, les Faerim décidèrent d'entrer en action il y a environ 2000 ans, en puisant dans leur nature de lanceurs de sorts pour créer un sort unique et encore jamais vu, qu'ils lancèrent depuis les profondeurs sous le Banétéril. Ce sortilège de drap magique avait pour but d'absorber toute essence magique dans sa sphère d'effet. Un effet secondaire notable du sort fut qu'il absorbait aussi toute forme d'énergie vitale. C'est ainsi que le territoire verdoyant et resplendissant de Nétéril commença petit à petit à se transformer en d'immenses terres dévastées et stériles, qui deviendront à terme le désert de l'Anauroch. Les effets de ce sort furent si puissants qu'il mena plusieurs enclaves à s'arrêter de fonctionner et à s'écraser piteusement au sol, exterminant leur population. De plus, la plupart des archimages survivaient grâce à des sorts de longévité, atteignant des âges impensables tels Yulum qui atteignit les quelques 3000 ans. Le sort des Faerim eut un impact sur cela aussi, évidemment.
Ainsi, effrayés par ces effets désastreux pour leur pouvoir et pour leur empire, de nombreux archimages levèrent l'ancre et fuirent la région. Le bas Néthéril en fit de même, voyant son environnement se transformer en désert aride et insoutenable. De nombreuses cités furent abandonnées, les populations fuyant vers d'autres régions plus propices à leur survie. Au fil des ans, l'empire de Néthéril fut vidé de son peuple et de ses élites, chacun partant tenter de survivre ailleurs de crainte que tout ne s'effondre. C'est à ce moment que Karsus décida d'intervenir. Se sentant l'âme d'un sauveur de son peuple, il entreprit pendant 10 ans de créer un tout nouveau rituel. Ce rituel devait débarrasser définitivement Néthéril de l'emprise du sort de Drain des Faerim, en absorbant les pouvoirs d'une divinité. Oui, d'une divinité. Car si la magie ne pouvait rien faire contre le peuple souterrain des Faerim, une forme divine le pourrait probablement. L'ego et la quête de pouvoir du magicien fou n'avaient aucune limite connue. Et puis vint le jour de la chute, le jour où il accomplit enfin le rituel connu sous le nom d'Avatar de Karsus. Après 6 longues heures d'incantation continue et complexe, Karsus fut amené à choisir une divinité et lui dérober ses pouvoirs. En toute modestie, il choisit Mystryl, la déesse de la magie. Et le sort fonctionna. Pendant un court instant, Karsus eut accès au statut divin, brisant toutes les lois régissant l'univers depuis l'aube des temps. Il entrevit 1 milliard de connaissances jusque-là inconnues, fut imbibé d'un pouvoir colossal qui rangeait les archimages de Néthéril au rang de petits avortons prétentieux. Mais il vit aussi son erreur. Le rituel était parfaitement incapable de maintenir l'essence divine au sein de l'enveloppe charnelle du mage fou. Sans pouvoir rien contrôler, son statut divin lui fut quasiment immédiatement retiré, causant un trouble sans précédent dans l'équilibre de la magie sur Férune. Car sans Mystryl pour la réguler et la contrôler, tout s'emballa de manière parfaitement incontrôlée. La déesse n'eut d'autre choix que de se sacrifier corps et âme pour éviter que la déchirure de la trame causée par la folie de Karsus ne devienne permanente et ne détruise le monde. Pendant un bref instant, toute la magie du continent cessa de fonctionner, purement et simplement. Les Mythalars, privés de l'afflux d'énergie de la trame, cessèrent d'émettre leur champ d'énergie magique, plongeant toutes les cités et leurs peuples vers le sol. Néthéril venait de s'éteindre. En une fraction de seconde, des millénaires d'autorité et de maîtrise arcanique disparurent, brisés dans les terres, les mers et les océans du monde. Karsus non plus n'échappa pas à ce destin fatidique, et son enclave s'écrasa quelque part au nord de Néthéril. Certaines cités furent sauvées in extremis par Mystra, la nouvelle réincarnation de Mystryl, réincarnation qui d'ailleurs eut lieu quelques minutes après son sacrifice. Constatant la chute de leur empire, leurs populations décidèrent de partir et de laisser cette histoire derrière eux, se mêlant aux divers peuples locaux. Toujours est-il que les ruines des enclaves de Néthéril morcellent le paysage de Férune. Un grand nombre ont déjà été pillées, mais certaines doivent toujours demeurer quelque part, inexplorées et regorgeant d'objets et de livres tous plus puissants les uns que les autres. Une rumeur a couru pendant bien longtemps au sujet de Néthéril. L'une des enclaves, Tultantar, aurait réussi à se téléporter dans le plan de l'ombre quelques jours avant la folie de Karsus. Pendant longtemps, nul n'a su si cette rumeur était vraie ou fausse. Jusqu'à ce que cette cité ne réapparaisse au-dessus de la mer des ombres, dans le désert de la Norok, il y a de cela un siècle, donnant ainsi naissance à la mer de l'ombre. L'on raconte qu'un nouvel empire de Néthéril est né là-bas, les descendants des archimages réduisant en esclavage les populations ayant réussi à survivre dans le désert de la Norok. L'on raconte désormais que les vues de ce nouvel empire se tournent vers le sud, vers le Cormyr. Et le désert de la Norok dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, le sort de Drain des Faerim a certes été influencé par la folie de Karsus, mais n'a apparemment jamais vraiment cessé de fonctionner. Les voyageurs racontent que le désert semble vouloir toujours s'étendre, toujours plus loin, inexorablement, rappelant au monde ce qu'était Néthéril. Une puissance avide et cupide, une puissance que la curiosité et l'ambition ont poussée trop loin. Une puissance dont les richesses sont toujours enfouies dans les ruines de leur cité, disséminées partout à travers Férune. Une puissance dont le tombeau n'est autre que la Norok lui-même. Un tombeau dont les secrets sont innombrables, précieux et ô combien bien gardés par le désert lui-même.